Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mercredi. Nous sommes heureux de vous retrouver de nouveau pour décortiquer ensemble avec vous les grandes questions d'actualité. Nous allons aujourd'hui aborder la question de la plainte déposée au niveau de la Belgique par les avocats de Chérubin Okende, assassiné depuis juillet dernier. Son corps est toujours placé à la morgue en attendant la fin des enquêtes. Et la plainte en question vise le numéro 1 des renseignements militaires. Il s'appelle le général Christian Ndayouel. La plainte a été déposée en Belgique justement parce que selon les avocats des Chérubins Okende, Christian Ndayouel porte ou détient la nationalité belge depuis 2005. Nous allons essayer de suivre de près l'évolution de ces dossiers. L'actualité, c'est aussi l'affaire Salomon Escadela. On attendait la décision de la Cour aujourd'hui mercredi, mais aux dernières nouvelles, nous apprenons que la décision va tomber finalement le vendredi. Pour rappel, le ministère public avait sollicité à la Cour de pouvoir juger Salomon Escadela sur son lit d'hôpital, alors qu'il est dans un état très critique. Son état de santé pose un sérieux problème selon le rapport médical établi par une vingtaine de médecins. Pourquoi cet acharnement sur cet individu, sur ses compatriotes congolais? Nous en parlerons également dans cette émission. Les lignes bougent concernant la campagne électorale. Après Matata Pogno, Martin Fayoulou a dévoilé aujourd'hui, mercredi, son équipe de campagne composée de plus ou moins 50 personnes. C'est donc son secrétaire général, le secrétaire général de l'ECD, Devos Kitoko, qui va diriger cette équipe de campagne. Il est nommé directeur des campagnes. Nous attendons dans les prochains jours la sortie aussi de l'équipe de campagne de Moïse Katumbi et des autres leaders de l'opposition. Côté pouvoir, Félix Tshisekedi avait déjà dévoilé son équipe qui sera supervisée par Jacquemaine Chabani et l'ancienne ministre de l'économie nationale, Akasia Bandoubola. J'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ces plateaux celui que j'appelle le combattant de la liberté, Marley Vouvou, avec qui nous allons devoir décortiquer toutes ces questions. Bienvenue, cher Vouvou. Merci, monsieur Hervé Thomas. Je salue tous les Congolais, je salue surtout particulièrement les Poubelliens et les Poubelliens. Les Poubelliennes, parce que la ville des Quinois sont plus appelés Quinois et Quinoises. La ville est tellement sale que les Quinois se sont surnommés eux-mêmes comme habitants de poubelles. Les Poubelliens et Poubelliennes, je vous salue. Je salue aussi les incompétents et les amateurs. Je salue ici particulièrement honorable Mike Mukebai, le numéro 749 de Lukunga. Lui, aujourd'hui, Lukunga est chanceux d'avoir un candidat comme Mukebai. Parce que ce que Mukebai a fait pour la ville de Kinshasa, Mukebai a fait plus que les députés nationaux élus, les élus de 2018, plus que tous les députés élus et cooptés, dont les 4 chefs coutumiers de la ville de Kinshasa au niveau de l'Assemblée provinciale. Tout ce que nous vivons ici, si on avait écouté Mukebai, on n'allait pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Mukebai était éveillé, avait un esprit supérieur, un esprit éveillé. Et la Lukunga a la chance d'avoir parmi des candidats l'honorable Mike Mukebai Nkoso. Et les enfants de Lukunga se sont décidés de maintenant de ne plus envoyer Mukebai au niveau de l'Assemblée provinciale, mais au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils estiment son intelligence, sa clairvoyance, sa constance ne peut pas être... Mukebai, on ne peut pas les gérer dans les cadres paroissiaux de la ville de Kinshasa. Il peut beaucoup porter au niveau national. Mais comment va-t-il s'y prendre? Il est encore en prison. Il n'y a aucun Cour constitutionnelle. Mais nous allons battre campagne. Ne veut pas encore. Moi là, je vais battre campagne. D'ailleurs, je me nomme déjà comme directeur des campagnes. Je m'autoproclame directeur des campagnes. Moi, je vais battre campagne. Je vais battre campagne et je vous dis, prenez ça pour dire, Mukebai va être élu. D'ailleurs, Mukebai ne sera pas élu, mais Mukebai est déjà député national. Vous allez voir le travail que nous allons faire. Moi, nous allons mouiller les maillots parce que c'est la règle. Mais en principe, Mukebai c'est un élu déjà mieux placé à l'Assemblée nationale. Très bien. Parlons directement de l'actualité. D'abord, le dossier Salomon Escadela. On attendait que la Cour puisse se prononcer, c'est mercredi 8 novembre, mais nous apprenons que la Cour va finalement rendre sa décision le vendredi 10 novembre. Le ministère public l'avait saisi pour demander qu'on puisse juger sur le lit d'hôpital
le conseiller spécial de Moïse Katumbi, une demande qui dépasse l'entendement des communs des mortels. Comment le ministère public, composé des humains qui peuvent aussi tomber malades et se retrouver dans la situation de Salomon Escadela, peuvent aller si loin au point de demander qu'on puisse juger quelqu'un qui est pratiquement mourant sur son lit d'hôpital? Ces gens ne sont pas humains. Ils se nourrissent des sangs des Congolais. Ils ne sont pas humains. Parce qu'un être humain ne peut pas aller introduire de telles demandes et aux yeux et aussi de tout le monde, sans peur, sans gêne, sans vergogne. Un, il demande qu'il soit détaché de l'oxygène, parce qu'il est sous oxygène. Deux, on lui amène Salomon Kalonda Mano Militari malade, ça n'a pas tenu. Il sollicite maintenant qu'on puisse juger Salomon sur son lit des malades, sous oxygène. Chose grave, lui-même le ministère public, dans l'auditeur militaire, il sollicite à ce qu'il y ait une forte équipe médicale. Donc, il est conscient que le médecin qui lui demande qu'il soit jugé sur son lit de malade est tellement malade. Il est conscient qu'il est sérieusement malade. Il est presque mourant. Parce qu'il lui-même dit, s'il faut le maintenir en vie pour qu'il soit jugé, on doit le faire. Ce qui reste à ce régime, c'est d'aller juger même des cadavres dans des morgues. Vous avez vu ici le procureur général près de la Cour constitutionnelle parler avec les corps des chérubins pour faire des révélations aujourd'hui élaguées sans substance. On va en parler. Ces gens sont capables même de discuter avec des morts. Pourquoi est-ce que vous devez être estomaqué quand le ministère public dit ça? Non, c'est dans leur système. Mais la vraie information, c'est que le rapport d'aujourd'hui n'est pas causé par la pluie. C'est parce que la présidence de la République vient de demander encore une fois de plus au tribunal d'accéder à la requête du ministère public. Donc, mais je vous dis, donc d'aller juger Salomon tel que demandé par le ministère public. M'attendez un peu. Le président de la République est généralement décrit comme une personne remplie d'humanisme. Je ne le vois pas prendre une décision. Qui est rempli d'humanisme? C'est comme ça qu'on décrit le président de la République. On le décrit. Par ceux qui l'ont côtoyé, ou ceux qui continuent encore on le décrit où les Congolais doivent vivre ça. Est-ce qu'on a besoin de les décrire où les Congolais doivent vivre ça? Nous devons vivre ce que c'est notre président. On ne doit pas nous le dire. Il est avec nous ici, nous vivons chaque jour avec lui. Mais qu'est-ce qui pousserait, selon vous, parce que vous évoquez ici, la présidence de la République qui serait derrière... Moi j'affirme, je ne suis pas au conditionnel, je ne vais pas aller dans le conditionnel. Ils ont demandé au tribunal, sous l'impulsion du président de la République, ils ont demandé au tribunal d'accéder à la requête ou à la demande du ministère public de renforcer l'équipe médicale et d'aller juger Salomon sur son lit de malade. Donc en fait ici, Tshisekedi vient de concrétiser sa promesse de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, mais malheureusement, nous sommes sous Hitler. Mais pour quel intérêt va chercher à coincer Salomon? L'arrestation de Salomon, ce n'est pas... Il n'est pas son adversaire politique direct. Je vais vous démontrer. L'arrestation de Salomon n'est pas un fait d'hasard. Ce n'est pas un fait que Salomon a commis une infraction, on doit le juger, on doit l'arrêter comme tout citoyen. Non. L'arrestation de Salomon a été préparée depuis longtemps, sans même que Tshisekedi soit président de la République. Seul Tshisekedi sait pourquoi est-ce qu'il en veut à Salomon Kalonda. Katumbi en exil, le régime change. Tshisekedi permet à Katumbi de renouveler leur passeport. Mais il demande au service de ne pas renouveler le passeport de Salomon. Tous étaient rentrés sauf Salomon. Si ce n'était pas Peter Tiani qui poserait la question à Félix Tshisekedi, première conférence de presse de Tshisekedi à Bunia, Peter lui pose la question, Tshisekedi dit c'était pour la première fois que Tshisekedi nous sort le mot. Je n'étais pas au courant. Cette phrase-là était sortie pour la première fois sous le cas Salomon. Toujours Salomon. Pendant les consultations organisées par Tshisekedi pour créer l'Union sacrée,
Tshisekedi demande la liste de chaque camp politique pour créer le gouvernement de l'Union sacrée. Katumbi introduit la liste ensemble avec les noms de Salomon. Tshisekedi dit, pas Salomon. Vous pouvez mettre même le dernier de votre parti politique, pas lui. Salomon va aller s'enrôler à Kindu. Il y a eu même des morts. Aucun candidat, ni président, comme vous voulez qu'on parle des adversaires directs, ni candidat président a été attaqué ici pendant son enrôlement. Mais Salomon a été attaqué. Ensemble avec l'honorable Mike Mukebai, Maître le Laurent maître Laurent Onyemba. Il y a eu même mort d'homme. Il y a eu même mort d'homme. Quand vous prenez tout ça, dans le dossier actuel Salomon, il y a le bras droit de Tshisekedi dedans. Dani Banzamaloba qui a utilisé un agent de l'ANR, Patrick Nyungu Wabaluba. Ça veut dire que c'est un plan préparé depuis longtemps. C'est clair. Alors, quand vous prenez tout ce que je viens de déposer ici sur cette table, vous ne voyez pas que Salomon est innocent, mais on l'a arrêté parce qu'on ne veut pas de lui. On ne veut pas le voir. On ne veut pas que Salomon soit congolais, qu'il soit au Congo. On lui refuse le passeport, le renouvellement de son passeport. On écarte son nom dans la liste déposée par son parti politique. Et celui qui a reçu la liste dont Tshisekedi, il dit à Katumbi, vous pouvez m'envoyer même le huissier de votre parti, mais pas lui. Et il va se faire enrôler, tabasser, il y a eu même mort d'homme, pas d'enquête, pas de justice. On l'arrête ici à Kinshasa après marche du 20 mai et sitting devant la CENI, dont Salomon n'était même pas là, du 25 mai 2023. On l'arrête et on fouille le dossier. Il y a le bras droit de Tshisekedi dedans. Alors vous voulez encore quoi? Vous voulez comprendre quoi? Qu'est-ce qu'on veut encore comprendre pour comprendre que Salomon est arrêté? Parce que Tshisekedi s'est nourri de la souffrance des autres. Ça, je veux que quelqu'un vienne ici où vous organisez un plateau de débat. On met tout ce que je viens de décliner ici sur table, qu'un garde de l'Union sacrée nous contredise. Alors, question. À vous entendre parler, vous chargez le président de la République. Non, c'est lui. Je ne le charge pas, c'est lui. Laissez-moi finir ma question. Mais justement, parce que vous avez dit, vous voulez dire que je suis en train de le charger. C'est comme si je suis en train de mentir. Laissez-moi finir ma question. Les faits démontrent que c'est lui. Très bien. Vous chargez le président de la République dans les dossiers Salomon Escadé là. Alors, faites comprendre l'opinion qui nous regarde en ces moments. En quoi ou quel est le bénéfice que le président de la République tire derrière la souffrance que traverse à ces jours Salomon Escadé là? Le bénéfice, c'est le plaisir. Félix s'est nourri de ça. Comment ça? Félix Tshisekedi s'est nourri quand il voit d'autres Congolais en souffrance. Tshisekedi a tout eu pendant son pouvoir. Ce régime a détourné plus de 5 milliards dans 5 ans de dollars. Donc Tshisekedi a beaucoup d'argent, lui et son entourage. Mais il veut régler des comptes à Salomon pour quelque chose d'avant 2018. Il s'est passé quoi? Katumbi, on est à Genève. On choisit Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Katumbi dit à Alan Dos, moi mon candidat c'est Tshisekedi. Parce que l'IDPS c'était comme des orphelins dans l'ONG de Katumbi. Oh. Mais c'est la vérité. L'IDPS c'était comme ça. Katumbi, les jours où Katumbi va parler, il a parlé hier. Il a parlé, mais il n'a pas tout dit. Hein. Il a dit, il était en exil sans une centaine de personnes. Il avait sponsorisé toute l'opposition. Mais je vous dis, si Katumbi dit ce qu'il a fait pour Etienne Tshisekedi, sa famille biologique et sa famille politique, les stylos vont se casser ici. Hein. Katumbi dit à Alan Dos, moi mon candidat c'est Tshisekedi. Moi je ne connais pas Martin. C'est Tshisekedi qui va assurer Katumbi que, comme le peuple nous a demandé un candidat commun, on a choisi, c'est Martin qui est choisi sous ton nom. Katumbi demande des garanties politiques à Tshisekedi. Tshisekedi va faire une sortie médiatique sur France 24 pour confirmer Katumbi. Il va dire les changements, désormais les changements, s'appellent Martin Fayoulou. Mais un jour plus tard, Tshisekedi, Katumbi est surpris Tshisekedi retire sa signature lui et son ami Kameri. Ils vont se retrouver à Nairobi. Il cache, mais il va solliciter le financement de sa campagne électorale à Katumbi. C'est là que Salomon va s'opposer logiquement. Dit non,
Il a été avec nous. Nous nous sommes opposés aux amis. Lui, il nous a rassurés. Nous avons payé le plateau France 24. OK? Il nous a assuré aujourd'hui, demain, il change de veste. Il va à Nairobi, il crée cash. Il veut maintenant que nous puissions le financer. Comment est-ce que nous allons financer des candidats présidents au même moment? Donc le problème, c'est le refus pour les camps Katumbi de financer la campagne électorale de Félix Tshisekedi. Maintenant, la question que je pose à tous ceux qui vont nous suivre, ou tous ceux-là qui nous suivent assez nettement, entre Tshisekedi et Salomon, qui est malhonnête? C'est cette question. Je veux tout celui qui va suivre cette émission. Pas d'injure. Rationnellement. Entre Tshisekedi et Kalonda, Salomon, il dit qui est honnête. Et malgré Tshisekedi a eu beaucoup d'argent, mais il veut toujours régler des comptes à Salomon. Il estime qu'il a été humilié. Et vous avez été humilié dans la malhonnêteté? Non, mais attendez un peu. L'argent appartient à Moïse Katumbi. Mais qui est Salomon Kalonda? C'est un conseiller. Spécial, non? Oui. Connaissez-vous le rôle d'un conseiller spécial? Mais attendez un peu. Il est conseiller. Spécial, il faut ajouter. Il est conseiller spécial, ok. Il ne se limite qu'à donner des orientations. Mais à son chef direct. Est-ce que c'est là, la dernière décision ce n'était pas des orientations. Un bon chef écoute son entourage. Le chef écoute, mais il décide. Mais c'est lui qui décide en dernier. La motivation de Salomon est fondée. Comment est-ce que le peuple allait prendre Katumbi lorsque le peuple allait comprendre que Katumbi finançait des candidats? Il était écartelé. Déjà, il faut reconnaître que Katumbi quittait Kabila. Il fallait que le peuple l'adopte. Et Tshisekedi veut l'amener dans un schéma où le peuple va aller vraiment être dessus de Katumbi totalement. Donc Salomon a sauvé le leadership de Katumbi. Mais si le récit relaté sur ces plateaux par vous est vrai, pourquoi ne pas régler des comptes directement à Moïse Katumbi, qui avait la dernière décision de financer ou de refuser de financer, plutôt que de déverser sa colère sur Salomon, qui n'était qu'un simple conseiller? Savez-vous pas que Tshisekedi a peur de Katumbi? Qui ne le sait pas? Je vais vous démontrer. Depuis que Katumbi a quitté l'Union sacrée, il s'est déclaré candidat. Cite-moi un candidat avec un parti politique qui a ciblé plus que l'Ensemble pour la République. Ah, mais tous ont connu pratiquement la même chose. Matata a été empêché aussi d'effectuer certains de ses déplacements. Mais Katumbi il est aujourd'hui inquiété avec l'affaire Boukangalonzo. Katumbi a perdu Chéribin Okende. Katumbi risquait à 80% de perdre son spécial. Katumbi a Moukeba en prison. Katumbi a un député national, Daniel Safou Bouchemouni, en cavale. Katumbi a été empêché d'entrer au Congo central. Katumbi est empêché chez lui au Katanga d'aller à Kasumbalesa. Cite-moi des candidats ou un seul. Depuis que Katumbi s'est déclaré candidat, on a monté. Qu'est-ce qu'on n'a pas monté contre lui ici? Dosé Pascal Bevergui avec Peter Kazadi et le général John Chibang. L'affaire nationalité avec cet Américano Kassaya de Noël Tchani. Tu sais qu'il y a peur de Katumbi. Tu sais qu'il y a peur de Katumbi. Savez-vous la raison? Savez-vous la raison? C'est quoi la raison? Si vous mettez tu sais qu'il y a Katumbi pour gérer, tu sais qu'il sait que Katumbi va faire mieux que lui. Et tu sais qu'il a honte de voir Katumbi rester là où il a échoué. Le secret de Katumbi déjà a dit. Moi, si on me met plusieurs candidats, s'il faut voter, je vote pour Katumbi. Katumbi a dit aux Congolais, les secrets de la réussite. Lui, il a réussi dans les affaires. Mais son secret, c'est qu'il s'est planifié. Or, Katumbi a des bons gestionnaires du ministère du plan entre ses mains. Il y a Christian Mondo, il y a Olivier Kamitato. Le ministère de plan, c'est le ministère des ministères. Tous les ministères sont représentés là-bas, soit par une division, soit par un département. C'est-à-dire c'est le ministère qui gère l'État. Or, quand Kamitato était ministre du plan, on nous a dit que c'était le meilleur ministre du plan que les Congolais a connu. Tshisekedi sait que Katumbi a des gens comme ça.
Et il sait que Katumbi lui-même s'est planifié. Parce qu'il faut noter que Katumbi n'a jamais échoué dans ses affaires. C'est un manager. Donc il s'est planifié. C'est un manager, c'est un visionnaire. Tu sais qu'il sait plus que tout le monde. Si on le laisse face à Katumbi, ou on laisse payer à Katumbi, Katumbi va réussir. Et il refuse à 120%. Mais comment va-t-il refuser? Parce que ça va se jouer, au niveau des urnes. Il refuse maintenant. Ce sont les Congolais qui vont trancher. Il refuse maintenant à donner des coups à Katumbi. Katumbi, tu sais qu'il a pris la gestion axée sur le résultat, la gare, à une semaine. Je peux vous citer même le formateur. À une semaine. Mais Katumbi l'a appris pendant 6 ans. La gare, la gestion axée sur le résultat. Comment planifier, comment chercher les moyens de la politique planifiée et comment l'exécuter. Et tu sais que très bien. C'est ça la force de Katumbi. Et Katumbi est entouré par des gens qui savent planifier. Être ministre des plans, c'est connaître la République au plus profond, dans sa profondeur. Et Mwando Christian a été ministre des plans pendant une année. Comme ici, au niveau du gouvernement central, il a été sous Katumbi comme gouverneur. Et vous avez vu comment est-ce que Katumbi avait géré la province de Katanga, le grand Katanga. Parce que le planificateur était Christian Mwando. Très bien, on va évoluer. Qu'est-ce qui va arriver vendredi? Ce qui va arriver vendredi, je vous ai dit. Voyez-vous la Cour accéder à la demande du ministère public, ou vous pensez quand même qu'on peut assister à un scénario où la Cour dit niet, il faudra attendre que Salomon Escadela puisse retrouver sa santé pour qu'on puisse continuer le procès? Je crois que ici, je lance un appel aux ambassadeurs, aux missions diplomatiques, que le régime veut tuer un Congolais. Le régime veut tuer un Congolais au nom de Salomon Kalonda Dela Idi pour n'avoir rien fait. Je dis bien pour n'avoir rien fait. Et le vendredi, que les missions diplomatiques et les représentations diplomatiques, les ambassadeurs, ne soient pas surpris. L'ordre vient de tomber, que Salomon soit jugé sur son lit de malade. Je me pose la question, sous oxygène, comment est-ce qu'ils vont procéder? J'ai lu la réponse du ministère public. Il a demandé au tribunal de renforcer l'équipe médicale. Donc ici, j'informe aussi l'opinion nationale et internationale que nous sommes réellement en Allemagne d'Afrique, mais malheureusement sous les nazis de Hitler. Que tout le monde comprenne que la vie humaine est sacrée. Sous aucun prétexte, on peut tuer un citoyen. D'ailleurs, nous tous, nous voulons connaître la vérité dans cette affaire. Mais lorsque le tribunal va commencer à poser la question, parce que moi j'ai été plusieurs fois devant le cours des tribunaux, quand le tribunal va poser la question, parce qu'il y a des questions que le tribunal pose au prévenu lui-même, sans que les avocats répondent. Alors, sous oxygène, comment est-ce que le tribunal va poser la question à Salomon et comment est-ce que Salomon va répondre? Donc, nous sommes plus humains. Tu sais qu'il a perdu le caractère humanitaire. Tu sais qu'il n'a plus l'humanisme et son entourage. Désolé. Mais je dis aux Congolais, est-ce que nous ne pouvons pas faire comme au Sénégal, sous ça, dans le dossier Sako? Les Sénégalais ont sauvé l'un des leurs. Est-ce que nous ne pouvons pas sauver Salomon Kalonda? Aux Congolais de comprendre. Parce qu'aujourd'hui c'est Salomon, demain ça peut être moi, vous, n'importe quel Congolais. Tant mieux de résister, d'empêcher que cela arrive à Salomon pour que ça soit pris comme jurisprudence. Nous devons nous imposer. Je demande à tout Congolais, épris de justice, de paix, d'humanisme, de s'opposer à cette initiative parce que c'est une initiative trop dangereuse pour les pays et c'est une jurisprudence trop dangereuse pour le pays et pour l'avenir de nos enfants. Très bien. On va parler cette fois-ci de Chérubin Okende, une autre victime, on va dire de la barbarie peut-être du régime, assassiné depuis le mois de juillet dernier et jusqu'à ces jours. Son corps est toujours gardé au niveau de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Je ne sais pas si on l'a déplacé. Les enquêtes se font, ou les résultats des enquêtes se font toujours attendre.
Il y a son chauffeur qui croupit encore en prison, je crois. Son garde du corps a été... Le chauffeur a été relaxé. Liberté provisoire. Le chauffeur a été relaxé, mais le garde est encore détenu au niveau de la prison. Est-ce que nous connaîtrons finalement la réalité sur cette affaire? Nous apprenons encore aujourd'hui une plainte qui est déposée au niveau de la Belgique et la plainte vise le patron des renseignements militaires, le général Christian Ndayouel. Est-ce qu'il est réellement impliqué dans ce qui est arrivé à Chérubin Okende? Je ne sais pas dire oui, mais je vois comment est-ce que le jeu est en train d'être joué. Je commence à craindre pour mon pays, surtout pour les services de l'État. Et qu'ailleurs, on ne cite pas les services dans des dossiers comme ça. Mais ici, apparemment, il y a désacralisation de l'administration publique, surtout dans le service de sécurité. Le renseignement militaire, c'est un grand service de l'État. C'est parmi les grands, je dis bien. C'est un service secret. C'est comme l'ANR, côté civil. Mais moi, ce qui m'a plus touché, d'attendre, c'est l'avocat belge, dire qu'il a pour déposer cette plainte en Belgique, parce que celui qui gère notre renseignement militaire est belge. Si cela est vrai, c'est un scandale. Parce que ce régime crie à l'infiltration. Tantôt, le même régime accuse les Occidentaux, l'Occident, d'être à connivence avec ceux qui déstabilisent les Congo. Alors, dans le même contexte, vous prenez un Belge, vous nommez à la tête de renseignement. Ça reste à vérifier. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit si cela est vrai. Si cela est vrai, c'est un scandale. Là, nous allons conclure, si ça s'avère vrai, que Kabila avait facilité l'infiltration, comme l'Union sacrée aime le dire, mais de l'autre côté, ils doivent reconnaître que Tshisekedi aussi a facilité l'infiltration. Mais maintenant, c'est Ndayouel, le général Christian Ndayouel, de dégager sa responsabilité. C'est le fils du professeur Ndayouel. De dégager sa responsabilité. Soit en allant en justice, en affrontement judiciaire contre l'avocat, il peut accuser l'avocat de propos ou d'accusations mensongères, ou il peut tenir un point de presse démontrant qu'il n'est pas un CG belge. Parce que ici, c'est trop grave. C'est la haute trahison de la République. Et pour Tshisekedi, et pour lui. Il ne peut pas tenir un point de presse, malheureusement. Mais il paie. Ça, on n'est plus dans les cas structurels. Nous ne sommes plus dans les cas structurels. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité, son image, sa responsabilité qui est mise en jeu. Parce que nous ne pouvons pas avoir un étranger au sommet des renseignements militaires. C'est le cœur même de l'armée. C'est le cœur même de du système de défense, de notre système de défense. Parce que pour que notre armée puisse bien combattre, ils doivent être informés. Et ces informations vont provenir de la DEMIEP, donc du renseignement militaire. Et à la tête, on nous dit que nous avons un étranger, un Belge. Si la Belgique a des intérêts dans cette déstabilisation, est-ce qu'un Belge peut traduire la Belgique, peut trahir la Belgique? C'est ça. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne fais pas foi. Je refuse de croire à ce qu'a dit l'avocat, mais je veux croire si le général Ndayouel ne dégage pas sa responsabilité. Est-ce qu'il sera encore possible de connaître la vraie vérité dans l'assassinat de Chérubin Okende? J'ai l'impression comme si nous sommes en train de passer à côté de ce qui est essentiel. Non, on n'est pas encore passé à côté. J'ai suivi le Reporters sans frontières affirmer que ce n'est pas Boujakir à l'auteur des documents publiés par Jeune Afrique, mais aussi ces documents ne sont pas faux. Dans les documents publiés par Jeune Afrique, n'est pas faux. N'est pas faux. Selon le Reporters sans frontières. Ces documents ne sont pas faux. Il n'y a pas eu falsification ou fabrication de fausses cachées. Donc c'est un vrai. Selon eux. Moi, je ne le confirme pas. Pourquoi on ne confronterait pas les documents publiés par Jeune Afrique avec les vrais que l'ANR détient? Parce que pour qu'il y ait faux, on doit avoir un vrai. Pour couper court.
Quelles sont les informations que détient l'ANR dans cette affaire que Stani paye le prix en prison? Parce que à la fin des comptes, pour que le tribunal prouve que Stani a publié ou la Jeune Afrique a publié de faux documents, le tribunal sera obligé, dans la théorie de l'acte contraire, de démontrer le vrai. C'est reconnu en droit, la théorie de l'acte contraire. Stani, la Jeune Afrique via Stani, entre guillemets, comme le ministère public continue d'insister, ils ont publié un document. Secret, dit-on, qu'il s'agissait d'un document secret de l'ANR acquisant la DEMIAP, d'avoir assassiné Chéribin Okende. C'est un faux, non? Mais dans la théorie de l'acte contraire, le vrai où? Mais si on voit de l'autre côté, qu'en est-il des enquêtes menées par le procureur général après la Cour de cassation? Nous sommes à quel niveau? Qu'est-ce qui a été déjà fait au niveau de la justice congolaise? Qu'en est-il de la plainte déposée par la famille Okende? Ça a déjà été utilisé. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui le procureur refuse d'entrer en action par rapport à cette plainte déposée par la famille Okende? Qu'est-ce qui se cacherait derrière la non-utilisation de cette plainte? Bien sûr, je parle de la plainte déposée par la famille d'Okende. Il y a à boire et à manger dans cette affaire. Si vous posez la question, nous sommes à quel niveau avec les enquêteurs venus de la Roumanie, où on ne vous donnera pas la réponse. Mais l'avocat de la famille, celui qui vient de tenir un point de presse en Belgique, il a dit il y a plusieurs éléments nouveaux. L'avocat belge. Il a dit il y a plusieurs éléments nouveaux. Et raison pour laquelle ils ont décidé comme conseil de la famille de porter plainte contre le général numéro 1 des renseignements militaires. Alors, lorsque l'avocat porte plainte contre Ndaïwel, le général, parce que les gens auront tendance à confondre entre le professeur Isidore, nous parlons de son enfant, le général Christian Ndaïwel. Moi, j'aimerais qu'on laisse ce procès s'ouvrir, on donne accès, parce que l'autre fois, ils avaient refusé le visa à l'avocat belge. On laisse l'avocat qui a dit il y a plusieurs éléments nouveaux de venir nous démontrer ces éléments nouveaux. Et que pendant la comparution, que Ndaïwel soit interpellé même comme renseignant. Comme ça, on va résoudre les problèmes et les responsabilités vont être établies. Parce que ça commence mal. On arrête des gens, on menace les gens. Peter Tiana a été interpellé, pris comme un malfrat ici dans son bureau à cause du même dossier. Finalement, le papa de Chéribin en a 3 ans, il refuse de mourir. Il ne va pas mourir sans enterrer son fils. Il a 93 ans. La femme de Chéribin commence à faire des crises de tension. Donc, il y a plusieurs problèmes. Maintenant, cette affaire peut amener plusieurs d'autres personnes. On risque de perdre beaucoup de gens. Supposons que les 2 crises connues par la femme de Chéribin, si cette femme perdait sa vie. Très bien. C'est le même cas avec le cas Salomon. On refuse de lui autoriser d'aller se faire soigner pour qu'il puisse comparaître avec toutes ses aptitudes. Alors, si Salomon mourait aujourd'hui et que demain on nous dit que Salomon était innocent, on fera quoi? Moi, il y a une question qui taraude souvent mon esprit dans les dossiers Chéribin Okende. Vous allez vous rappeler, juste après l'assassinat de Chéribin Okende, ou juste après la découverte de son corps sans vie, il y a un monsieur qui avait fait une sortie médiatique. Il a pointé du doigt accusateur des journalistes qui, selon lui, auraient tweeté sur l'assassinat ou l'enlèvement de Chéribin Okende plusieurs heures avant que l'événement ne puisse se dérouler. Pourquoi jusqu'à ce jour, ces messieurs, avocat semble-t-il, n'a jamais été interpellé pour fournir aussi des éléments à la justice et dire que voilà ce que moi je détiens comme élément en rapport avec l'assassinat de Chéribin Okende. On l'a laissé tranquille, mais on a préféré arrêter ceux qui ont été cités par lui, notamment Peter Tiani et Boujakira qui croupit encore en prison.
il avait cité plusieurs personnes. Exactement. Le Kala, le Paulette Kimuntu, les Élisée Odia, les Steve Wemby. Mais lui, la personne qui a les informations, qui a cité tout le monde, la justice ou les renseignements devaient commencer par lui. C'est lui qui devait donner de vraies pistes aux renseignements militaires. Voilà, c'est la même personne. Le jour où on avait enlevé, monsieur, le président Franck Diong, c'est lui qui avait publié la première vidéo, disant que Franck Diong a été pris parce qu'il est porteur d'une arme illégalement. Je me pose la question, ce monsieur n'est pas un agent de renseignement. Comment est-ce que lorsque les agents opèrent, lui il est là? Il filme, soit on lui envoie des images. Il est qui? Et raison pour laquelle il n'a pas été interpellé. Avant d'interpeller Peter Tiani et les autres, on devait commencer par lui, qui donne de vraies pistes au service pour permettre au service de poursuivre ou de suivre les autres. Mais lui, il n'a jamais fourni des explications. Peter est allé, il a démontré qu'il n'a jamais tweeté à 14 heures. Mais c'est lui qui avait dit que les gens, tous ces journalistes, ils avaient tweeté à 14 heures, il est libre, sans interpellation. Alors, il a trompé les services. Il a menti sur la place publique. Mais il est libre. D'ailleurs, il est même candidat. Donc, il a fait aussi la propagation des faux bruits. Des faux bruits, mais il est candidat. C'est cette justice que Katumbi dit, on doit construire un État, pas d'injustice, mais de justice. Très bien, on va chuter par les élections. Martin Fayoulou a dévoilé son équipe de campagne, une cinquantaine de personnes, 2 femmes seulement. Bien trois femmes, voilà. Bien avant lui, c'était Matata Ponyo qui l'avait fait. On sent quand même que les lignes commencent à bouger. Félix Tshisekedi avait déjà... Avant Matata, il y avait Denis Mukwege qui avait publié son équipe de campagne, en nommant Didier Moumengi comme son directeur de campagne. Et c'est Félix Tshisekedi qui avait déjà commencé. À ce jour, vous pensez encore que les doutes qui persistaient encore quant à la tenue des élections ont encore leur raison d'être? Bien, je commence par l'équipe de Mukwege. Ce qui est normal, je vis une équipe solide avec des intelligences pires, telles que le vieux Didier Moumengi. Personne ne peut douter de son intelligence. Et à côté de Didier Moumengi, vous avez des gens, des vieux, des expérimentés comme le vieux Albert Moleka. Donc, rien qu'à voir Albert Moleka et Didier Moumengi, ça dit tout. Donc, c'est une machine. Mais aussi l'équipe Matata Ponyo, une équipe qui est des jeunes. Si tout lui pour lui, il faut d'abord la jeunesse, pas une jeunesse, pas n'importe quelle jeunesse. Matata Ponyo a fait le choix d'une jeunesse de qualité. Quand vous lui prenez son directeur de cabinet, il a 35 ou 36 ans. 34 ans. 34 ans, mais il a travaillé. Son directeur de campagne. Il a travaillé à la Banque mondiale avec une grande expérience. C'est un expert au cadre macroéconomique. Vous avez Merveille Baeleng avec une expérience et assistant à l'université dans les sciences d'information. Ça dit sur le plan communicationnel, c'est assis. Vous avez Floris Antoto. Sur le plan politique, vous avez un expérimenté ancien vice-ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général Franklin Chamala. Donc, vous voyez que les gens trouvent quand même de l'intelligence. Chacun cherche à puiser au plus profond des Congolais pour sortir quand même la qualité. Et quand j'ai regardé les équipes publiées, l'équipe de Matata Ponyo, excusez-moi, je crois que, si pas par expérience, en termes de la crème, c'est la meilleure des équipes présentées jusqu'à présent. Non seulement en termes parce que moi, je ne fais pas foi à l'âge. Je parle de la crème. Parce que s'il faut parler de la jeunesse, nous sommes dirigés par des jeunes ici. Ça m'a le compte des jeunes. Regarde ce qu'il est en train de nous fournir comme résultat. Mouyaya est jeune, mais moi je parle de la crème, de la qualité. Donc de ce côté-là, je dis bravo à Matata pour avoir fait un choix dans la jeunesse rare. Une jeunesse traitée de vivards, de fêtards, mais au moins lui s'est puisé à l'intérieur et sorti la qualité. Mais l'équipe Martin Fayoulou, c'est une grande équipe aussi. Je reconnais plusieurs intelligences. Jean-Claude Mwalimou. Devos Kitoko, le directeur des campagnes. Devos Kitoko, c'est un professeur des Sciences Po à l'IPN. Un solide sur le terrain.
une intelligence pure aussi, il faudrait dire. Lexus légal. Vous avez Lexus légal, un résistant. Un résistant nommé à la logistique. Prince Epenge. Vous avez Prince Epenge à la communication. C'est qu'il a d'ailleurs fait chaque jour. Vous avez Maman Chantal Moboni. Vous avez le professeur Kalele. Le professeur Kalele comme conseiller. Voilà, une expérience, sagesse, professeur d'université très sérieux, qui va conseiller tous ses jeunes frères. Donc, c'est une équipe costaud. C'est là que j'ai dit à Tshisekedi de faire attention. L'opposition ne peut ou ne pas avoir un candidat commun, mais au regard des équipes de campagne publiées, il y a du sérieux. Quand vous prenez l'équipe de campagne de Martin Fayoulou, Tshisekedi doit aller lire ses notes. Doit relire et relire ses notes. Parce que je connais plusieurs d'entre eux. Bien sûr, on attend l'équipe Katumbi. Je suis sûr, avec les intelligences qu'il y en a là-bas, ce serait du lourd. Je vous dis, ça serait du lourd. Parce que là, déjà, quand vous avez les Witimou Longo, les professeurs, vous avez les Bolenge Tengue, vous avez les Olivier Kamita, tous les Vano Kiboko, les Moïse Monide là. Ça veut dire ça va être du lourd. Donc, c'est à Tshisekedi de se préparer. Mais à la question de répondre, si on peut se dire que les élections vont se tenir. Kadima lui-même n'a jamais confirmé qu'il y aurait élection. Non, il l'a confirmé hier, depuis Séoul, où il séjourne. Je vais vous dire une chose. On peut se réveiller avant les 20, Kadima démissionne. Oh, comment ça? Comment Kadima va nous amener dans les élections? 40% du fichier électoral au Katanga. 40% du fichier électoral au Katanga inexistant. À Kinshasa, je peux vous citer des centres où le fichier est inexistant. Ici à Lingwala, il y a l'école Lolik, sur Obuta. Le fichier est inexistant, introuvable. L'école Kabalo à Lingwala, 80% du fichier inexistant, introuvable. L'école Bukama, 80% du fichier introuvable. On a terminé l'émission. Ceux qui ont des cartes d'électeurs sont devenus sourds et muettes. Il dit qu'il va utiliser des machines à voter laissées par Nanga. Or, les 40% de ces machines sont à reconditionner. On a terminé l'émission. C'était un plaisir de vous recevoir, cher Merlin. Je vous retrouve prochainement pour évoquer davantage l'actualité. Surtout que la campagne électorale s'annonce déjà. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Grand merci à Emmanuel qui était du côté de la régie. Je ne sais pas si je dois dire merci à Luison. Tu es là pour surveiller les caméras et non pour bouger les chargeurs. Il faut payer tes factures de la SNEL. On a terminé l'émission. On se retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir.